Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Ici Chantal Doré, bienvenue à la 3e saison de Héros Anonymes. Bonjour chers auditeurs, que vous nous écoutiez sur le câble à CKVL, en balado sur YouTube, Spotify, Apple Balado, iHeartRadio et encore d'autres plateformes qui se joignent de plus en plus. Ici Chantal Doré, toujours un immense plaisir d'être derrière le micro avec notre équipe pour vous présenter d'autres héros anonymes. Cette semaine, nous terminons notre série sur l'itinérance, l'un des sujets cruciaux de l'heure, en accueillant un autre organisme pionnier, la mission Old Brewery, qui existe depuis 135 ans. À l'approche de l'été et de ses possibles canicules, nous serons plusieurs à nous demander comment les personnes en situation d'itinérance réussiront à se rafraîchir et à rester hydratées. Nous en discuterons avec Émilie Fortier, vice-présidente des services de la mission Old Brewery, et nous ferons également une incursion dans la clinique mobile de l'organisme avec l'un des intervenants, Nicolas Singcaster. Pour notre premier bloc, nous irons complètement ailleurs. Toutefois, l'organisme que nous recevons aujourd'hui agit d'une certaine façon en prévention de situations difficiles et vous allez comprendre pourquoi. Nous nous intéresserons au tout début de la vie avec les paniers de Laura, un organisme qui soutient les nouveau-nés et bien sûr les futures mamans et futurs papas avec des articles essentiels à leur confort et qui soulagent bien sûr le portefeuille des futurs parents qui, disons-le, est pas mal malmené ces temps-ci. Pensons entre autres à tous les investissements autour des articles comme les couches, le lait maternisé, plus tard les collations, la crème solaire pour les poupons. Donc, les paniers de Laura, c'est né de la très grande empathie de la fondatrice Clara Paré-Cova alors qu'elle était elle-même enceinte de la petite Laura. Vous allez voir, c'est une belle histoire d'une citoyenne qui décide de faire la différence et c'est le genre de personne qu'on aime vous présenter aux héros anonymes. Une courte pause et on installe notre première invitée avec nous en studio. S'il y a des mamans parmi nos auditrices, vous vous rappelez sans doute cette période de notre vie où on voit des belles bédaines rondes partout, où on écoute des émissions destinées aux femmes enceintes, on crée une forme de communauté dans différents groupes sociaux. Bref, on est vraiment en train de vivre cette effervescence-là. Et parce que d'une certaine manière, on fait partie d'une même communauté pour un certain temps lorsqu'on est enceinte et ensuite la communauté grande des parents. Et il y a dans cette communauté-là quelque chose qui ressemble à une sororité. On est en train de vivre un moment important de notre vie. Et notre première invitée au Héros et Anonymes cette semaine, je pense qu'elle a poussé ce concept de sororité-là un cran plus loin en manifestant beaucoup d'empathie pour celles qui n'ont peut-être pas la chance de vivre ce moment-là dans les conditions idéales. Alors, on souhaite la bienvenue à la fondatrice des paniers de Laura, Clara Paré-Cova. Bonjour, Clara. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. En voyant un petit peu les paniers de Laura, je me disais... mais qu'est-ce qui pousse une future maman, parce que vous étiez, c'est un peu là que ça s'est déclenché, cette envie-là, de dire, moi, je vais fonder un organisme. Alors, quelle est l'histoire autour des paniers de Laura? Oui, avec plaisir. Je vous explique comment tout ça est arrivé. En fait,
Moi, je viens du domaine des finances, puis c'était bien sûr dans nos projets, mon mari et moi, de fonder une famille. Puis on a eu notre fille Laura, qui est un petit... Donc, l'organisme porte son nom, un petit clin d'œil, parce que c'est vraiment elle qui qui m'a inspiré l'idée. Alors, Laura, elle est née en 2020, en pleine pandémie. Elle est de ces bébés pandémie, ouais. Exactement. Alors, je pense que durant cette période-là, le monde tel qu'on le connaissait était complètement à l'envers. Ça a été un contexte assez particulier pour apprivoiser la maternité. Maintenant, si peut-être deux constats là, qui m'ont vraiment été révélés durant cette période-là, parce que non seulement, je m'occupais de mon nouveau-né, on était isolés, on avait beaucoup de temps pour réfléchir. Oui. Et ça m'a fait vraiment prendre conscience, tout ce contexte-là, avec les nouvelles qu'on entendait, les pertes d'emploi sans relâche, qu'une situation de vulnérabilité, ça peut vraiment arriver à tout le monde. Tu sais, je pense qu'on a observé sous nos yeux de nombreux cas où du jour au lendemain, une situation solide devient immensément fragile. Puis, tu sais, moi, j'étais en train d'accueillir, tu sais, un enfant dans ce monde-là. Donc, ça a été, disons, une révélation qui m'a beaucoup secouée de voir tout ça autour de nous, le monde à l'envers. Donc, de voir qu'une situation de vulnérabilité, ça peut arriver à tout le monde. En parallèle, je réalisais aussi tout ce que ça nécessite comme achat récurrent pour prendre soin d'un nouveau-né. Tout le monde nous le dit, ça coûte cher élever un enfant. Puis effectivement, même si on s'en tient aux essentiels, ça reste qu'on doit inévitablement faire beaucoup d'achats récurrents, très coûteux, là, notamment tout ce qui est produits d'hygiène. Vous en parliez tout à l'heure, des couches qui sont très coûteuses. On doit s'en procurer inévitablement. Donc, ça va très vite. Puis j'avais l'impression, durant cette période-là, d'être constamment en train d'acheter des choses. Et que c'était un peu affolant de voir ça aller. Puis, ça a été ce deuxième élément-là, je dirais, qui a fait le déclic. Je me souviens très bien de cette journée-là. Ma fille avait à peu près 5-6 mois. C'était pendant une de ces siestes qui sont toujours beaucoup trop courtes, évidemment. Je compatis avec toutes les nouvelles mamans à l'antenne. Exact, ah oui, tout à fait. On sait ce que c'est. Alors, c'était vraiment durant une de ces siestes où je réfléchissais à faire une énième commande de je ne sais quoi. Et je me suis dit, vraiment, j'ai envie de faire quelque chose pour soutenir les mamans qui élèvent leurs enfants dans des contextes fragiles, remplis de défis. Déjà, mon mari et moi, on formait une super équipe. On a trouvé ça costaud. Alors, tu sais, je me disais, ajoute plusieurs couches d'éléments atténuants. Là, ça devient vraiment, vraiment un gros défi. Alors, tout ça pour dire que l'idée est venue comme ça. Et puis, initialement, mon souhait, c'était vraiment de créer des paniers nouveau-nés qui allaient être remis aux mères avant la naissance de l'enfant. Donc, d'avoir vraiment tous les essentiels pour prendre soin des nouveau-nés qui seraient remis avant la naissance. Donc, c'est comme ça que le projet a démarré, puis l'idée initiale. Et là, bon, vous êtes dans le coin de Saint-Lambert. Oui. En tout cas, moi, c'est là que j'ai pris connaissance des paniers de Laura. On s'entend qu'on n'est pas dans un quartier, je dirais, auquel on pense quand on pense à des situations financières difficiles. Est-ce que vous aviez été exposée pendant que vous étiez enceinte? Peut-être vous êtes promenée, vous avez vu des femmes enceintes ailleurs dans d'autres quartiers où ça avait l'air plus difficile? Bien, en fait, je vous dirais que cette exposition-là, bien, elle a été à différents moments, tu sais, parce que, bien entendu, il y a des quartiers avoisinants où la réalité est tout autre. Je pense à Ville-le-Moine, qui est vraiment voisin de Saint-Lambert. Puis c'est là que je passe énormément de temps, à toutes les semaines.
On fait des livraisons à l'organisme L'Envol, qui est un programme d'aide pour les jeunes mères de 15 à 25 ans. C'est un des organismes avec qui j'ai fait une collaboration, puis c'est le premier auquel j'avais pensé quand j'ai eu l'idée du projet. C'est assez intéressant parce que c'est un organisme que j'avais découvert durant mon parcours académique. Là, j'étais au Collège du Rocher-Saint-Lambert. On avait en secondaire 3 ou 4 un projet où on devait faire un exposé sur un organisme de bienfaisance du coin. Donc des environs, et je l'avais fait sur L'Envol, donc je connaissais très bien son existence et la nature de toutes leurs activités bienveillantes pour vraiment créer un soutien multifacette pour les mères, pour leur permettre d'atteindre une belle autonomie pour prendre ce rôle-là, prendre soin de leurs enfants. Et donc, c'est sûr qu'en connaissant cet organisme-là, en voyant aussi la réalité des communautés avoisinantes, ça m'a permis Les fils se sont attachés, là. Exactement. Et là, ça a germé. Mais bon, vous disiez que c'était important pour vous de fonder une famille, mais vous n'aviez pas en tête de fonder un organisme sans but lucratif. Pas initialement, non. Puis franchement, je n'avais pas d'expérience dans ce secteur-là du tout. Mais j'ose croire que tout mon cheminement m'est très utile pour mener à bien cet organisme-là, puis le faire grandir, parce que vraiment, ce qu'on veut faire, c'est rejoindre le plus grand nombre de mères possible qui élèvent leurs enfants dans des situations de vulnérabilité. Et donc, oui, tout prend sa forme, tout prend sa place d'une façon ou d'une autre, là, oui. Donc, on a parlé de L'Envol, qui est un organisme à Ville-le-Moine que vous soutenez. Il y a un autre organisme, je crois, Mères avec pouvoir. Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est la deuxième collaboration qui s'est créée au début de nos activités. Alors là, on rejoint une autre communauté qui est cette fois-ci à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Donc, c'est une communauté de 30 mères monoparentales à faible revenu qui habitent sur place avec leurs enfants, qui sont épaulés sur plusieurs sphères, là, encore une fois, pour atteindre une belle autonomie lors de ce passage-là. Donc, on les soutient, ces deux organismes-là, en continu, en leur fournissant de façon récurrente des items neufs. Donc, nos activités de bienfaisance, c'est vraiment orienté sur la distribution d'items neufs. On parle beaucoup de produits périssables. En fait, c'est la définition qu'on a élaborée selon les besoins qui nous avaient été témoignés lors de toutes ces discussions-là avec les organismes collaborateurs. C'était vraiment d'offrir des items qui favorisent le confort, le bien-être et la sécurité de l'enfant. Donc, ça peut prendre plusieurs formes. Je vous dirais, depuis le début des activités, ça a été surtout des produits d'hygiène. On en a distribué énormément. On parle de 8000 couches depuis le début de nos activités qui ont été distribuées à cette communauté-là. Mais on a aussi un grand élément qui est le soutien alimentaire. Au début, c'était pas ce que je m'imaginais faire, mais finalement, avec les besoins qui m'ont été témoignés, surtout par L'Envol, on a déjà distribué 15 000 collations santé pour les jeunes enfants dans cette communauté-là. Alors, c'est un assortiment de plusieurs types d'items qui sont distribués, dont des items périssables, comme vous le disiez, mais aussi beaucoup de produits d'hygiène qui était une sphère, à ma grande surprise, qui n'était pas très bien desservie. Très peu d'organismes donnent ce genre d'items-là de façon récurrente aussi. Nous, il y a cet aspect-là qui est un peu différenciateur, c'est que l'engagement qu'on prend, c'est en continu. C'est un vrai engagement. Et c'est sûr qu'à vous écouter, il y a peut-être des auditeurs qui se disent ah, ben il n'y a pas déjà la Fondation Holo qui fait ce type de truc-là, qui est spécialisé au niveau des femmes enceintes et qui est quand même un organisme de nature provinciale. Oui. Donc, qu'est-ce qui vous distingue ou pourquoi vous n'êtes pas dit, ben je vais aller voir Fondation Holo, puis je vais moi, m'occuper de la partie peut-être plus dont eux ne s'occupent pas? Oui, ben en fait,
C'est sûr que l'organisme, il a commencé tout doucement. Je vous dirais que c'est un organisme à échelle humaine. Oui. Donc, des grands joueurs comme ceux-là, bien sûr, ce serait dans nos souhaits d'arriver à faire des collaborations qui permettent d'avoir une étendue très large. Puis je pense que ce qui fait qu'on arrive à mener une aussi belle mission, c'est parce qu'on y va doucement. C'est parce que puis quand on prend un engagement, on s'assure d'être capable de l'honorer, de le maintenir sur une longue période de temps. Donc, évidemment, à la fois. c'est ça. On veut donner plus. On veut faire grandir notre organisme. Puis j'ose croire qu'un jour, on sera capable de dire qu'on atteint des communautés à travers le Québec au complet. Clara, on fait une courte pause et on revient tout de suite pour en apprendre plus sur vos services, mais continuer un peu sur l'inspiration que vous avez eue parce que c'est important pour nous peut-être de faire en sorte qu'on raconte les histoires pour que les organismes qui maintiennent le filet social en place soient soutenus, mais qui sait peut-être pour inspirer d'autres vocations. Donc, on revient dans quelques instants. De retour au Héros anonyme, Chantal Doré au micro avec devant moi l'inspirante Clara Paré-Cova, fondatrice des Paniers de Laura, qui se donne pour mission de fournir, soutenir les mères, les nouveau-nés, les jeunes enfants en situation de vulnérabilité, notamment avec les Paniers de Laura, Laura qui est la fille de Clara. Et donc, on a parlé un petit peu de l'histoire, de comment c'est né, et vous disiez, bon, avant la pause, l'importance de faire des petits pas. Donc, c'est important de rappeler là, que les Paniers de Laura, essentiellement, il n'y a pas d'employés. Exactement. Donc, c'est un projet que j'ai démarré par moi-même, oui, avec le soutien de mon mari qui dans l'ombre, m'aide énormément, évidemment. Puis, à ce stade-ci, je vous cacherai pas, bon, là, j'ai eu besoin de bras. J'ai des bénévoles qui s'impliquent maintenant tout au long de l'année avec moi. Donc, l'organisme... On est vraiment... tout ce qu'on mène est fait bénévolement. Alors, nous sommes 5 mamans bénévoles qui font vivre cette initiative-là. Les activités de tous les jours, je dirais que c'est surtout moi qui chapeaute tout ça. Puis, bien sûr, quand on a des initiatives, des événements, tout ça, je suis excessivement bien entourée de femmes immensément généreuses qui ont levé la main pour venir m'aider. Alors, ça, c'est tout un privilège. Je les salue d'ailleurs parce que sans elles, tout ça ne serait pas possible. Mais ça prend un fondateur, une fondatrice, mais ça prend des gens ensuite qui croient en notre initiative. C'est ce qui fait qu'un organisme se développe parce que sinon, seul, c'est notre petit projet. Mais qu'est-ce qui fait qu'on prend justement notre envol? C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui nous reflètent que ce qu'on fait les touche et ils ont envie de mettre la main à la pâte. Donc, quand on parle de mettre la main à la pâte, notamment assembler les fameux paniers. Quand on dit panier de Laura, est-ce qu'on parle vraiment d'un panier ou c'est plus comme une boîte dans laquelle on met des couches, des préparations? Oui, alors, la plupart du temps, il y a deux éléments, je dirais. Donc, oui, les paniers nouveau-nés, qui étaient effectivement l'idée initiale qui m'avait poussée à démarrer le projet. Ça prend quelle forme, là, si vous voulez visualiser de quoi il s'agit? J'ai décidé d'utiliser des sacs réutilisables en tissu pour faire notre assortiment. Donc, à l'intérieur, ce qu'on va y mettre, ce sont des couches, des lingettes humides, une crème de zinc,
un shampoing pour bébé ou enfant, une lotion pour bébé ou enfant. Selon l'âge de l'enfant, on va s'adapter un petit peu, mais pour les paniers nouveau-nés, on va aussi inclure un livre d'éveil, un hochet qui fait aussi office de jouet de dentition, un item que moi-même, j'avais reçu en cadeau pour ma fille, que j'affectionne tout particulièrement, puis que j'ai décidé d'intégrer dans tous mes ensembles qu'on remet aux mères. Et on a aussi des paniers qu'on fait pour les jeunes enfants. Donc le panier nouveau-né qui est remis avant la naissance ou juste après. Puis les paniers pour les jeunes enfants. Alors, à ce moment-là, on va inclure des items qui sont adaptés à l'âge de l'enfant. Alors, ça peut être des brosses à dents avec des dentifrices. Donc, quelques items qui se rajoutent, adaptés selon la classe d'âge. Et ces produits-là, est-ce qu'ils vous sont fournis par des marchands ou des fabricants? Alors, comment l'organisme fonctionne pour s'approvisionner? Essentiellement, on reçoit des dons en argent. Puis ces fonds-là nous permettent par la suite d'acheter les items dont on a besoin. Alors, c'est comme ça que ça a démarré. Donc, on recevait des dons. Des dons du public, d'entreprises, Au départ, ça a surtout débuté avec des dons de particuliers, des gens de notre entourage. On a passé le mot, les gens autour de nous. Tranquillement, on a étendu ça, on a fait des demandes à plusieurs entreprises. On a été très chanceux de recevoir, c'est un grand privilège de recevoir des dons de grandes entreprises qui ont accepté de nous soutenir. Donc ça nous a vraiment donné un bon fonds compte de banque pour démarrer. Ouais. Et puis, de cette façon-là, ça nous permettait d'acheter les items dont on avait besoin au moment où on en avait besoin, puis d'être capable de choisir aussi. On a aussi fait une nouvelle formule récemment, là, ça vient tout juste d'arriver, ça fait quelques semaines. On a également organisé un shower de bébé pour l'organisme. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire une belle fête où tout le monde est bienvenu pour venir contribuer à nos activités en offrant un cadeau qui faisait partie de notre liste de souhaits. Donc, ça nous a permis... Donc, que les mamans elles-mêmes choisissent? En fait, le shower de bébé, c'était un événement de collecte. D'accord. Puis, la distribution se fait tout au long de l'année par la suite. On a eu... on est tellement ravis des retombées de cet événement-là. Ça nous a permis d'amasser 450 produits qu'autrement, on aurait dû acheter tôt ou tard durant l'année. Donc, l'événement du shower, ça nous a permis de recueillir tous ces items-là dans le cadre très festif là, d'une magnifique fête. Et par la suite, on les distribue aux familles. Donc, ça nous a permis d'avoir aussi des produits. Donc, de cette façon-là, on a des produits qui nous ont été donnés. Et on a aussi, d'autre part, des dons en argent qu'on reçoit, comme vous disiez, de particuliers et d'entreprises qui nous permettent de faire vivre notre initiative. Et cet événement-là, est-ce qu'il était destiné à d'autres femmes enceintes qui étaient là, dans le fond, pour soutenir les femmes enceintes qui sont en situation plus difficile? En fait, l'idée, c'était de faire un événement où tout le monde est bienvenu. Donc, je vous dirais, on lançait l'invitation à la communauté dans son ensemble. Chaque personne qui avait envie de nous soutenir, d'encourager notre cause, était interpellée là, à travers nos invitations. On voulait vraiment faire un événement inclusif. Les gens, pour répondre à votre question, où on a effectivement eu des femmes enceintes qui sont venues nous soutenir. Je pense que sans doute, elles se sentent particulièrement interpellées par la cause, vu ce qu'elles vivent dans leur vie à ce moment-là. C'est ce qui a été votre cas, là. C'était là qui était ce fameux déclic. C'est ça. Mais je vous dirais que même des gens qui ne vivent pas cette situation-là, à ce moment-là, ont une certaine sensibilité là, quand
quand on parle du bien-être de jeunes bébés, ça touche quand même une corde sensible, je pense, là, pour bien des gens, là. Absolument. Puis on fait de plus en plus le lien au niveau des neurosciences, entre autres des préparations, de la bonne alimentation et autres, à quel point ça joue sur le développement du cerveau. Et c'est pour ça que je vous introduisais un petit peu comme une certaine manière, une initiative de prévention, parce que, si on développe un bon cerveau en santé, ça veut parler des livres d'éveil et autres, bien, on se donne plus de chances là, d'avoir une belle destinée, mais également, ça laisse pour les parents une certaine marge de manœuvre financière. Oui, absolument. On souhaite vraiment alléger le budget de ces mères-là qui se retrouvent avec des ressources limitées pour prendre soin de leur enfant. Donc, en arrivant à leur fournir gratuitement des items essentiels qu'elles vont devoir acheter tôt ou tard pour les soins de base. Ça permet d'allouer ailleurs ces ressources-là monétaires qui peuvent être plus limitées. Alors, comme ça allège inévitablement leur budget. Clara, on parle de chiffres. Est-ce que vous avez peut-être quelques chiffres que vous voulez partager envers nous? Peut-être ce que vous constatez que vous aidez à sauver aux familles ou le nombre de familles soutenues? Oui, en fait, justement, on a publié récemment notre rapport annuel pour l'année 2023. Puis je suis fière de ce qu'on a réussi à faire là, en étant encore un organisme très nouveau, avec une belle équipe de bénévoles, puis du soutien qu'on a eu de plein de manières. Mais vraiment, je vous dirais que ce qu'on a réussi à accomplir, c'est superbe, puis on veut le faire grandir. On a 188 mères qui ont reçu notre soutien durant l'année 2023. C'est 328 enfants qui ont bénéficié là, de tous ces items-là qu'on a redirigés vers cette communauté-là. Puis, au niveau du soutien plus alimentaire dont on parlait tout à l'heure, je l'ai déjà mentionné, mais c'est 15 000 collations santé individuelle qui ont été distribuées, qui ont permis de remplir les boîtes à lunch de ces enfants-là avec des items, des collations saines qui vraiment vont favoriser là, une bonne santé, et 2000 litres de lait de vache là, qu'on a distribué aussi. Donc, on continue. Merci beaucoup, Clara, pour tout ce que vous faites, et merci. Vous êtes vraiment la définition même d'une héroïne anonyme, et j'espère qu'on va justement faire en sorte que vous ne le serez plus. Je vous souhaite vraiment de poursuivre votre œuvre. On a besoin de gens avec un grand cœur et de l'action comme vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la belle entrevue et l'invitation. Merci. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. Si vous êtes de fidèles auditeurs, vous avez vu qu'on a parlé beaucoup d'itinérance ces derniers temps, parce que malheureusement, on est dans une crise sociale, et comme on est la radio, la voix de l'inclusion, c'était important pour nous de couvrir cette crise-là et de le faire avec les différents acteurs qui travaillent au niveau des situations en itinérance. La dernière entrevue qu'on fera ici au Héros Anonymes, c'est avec un organisme qui est un pionnier en la matière. C'est la mission Oldbury. Et on a ici en studio, autour de la table, Émilie Fortier, qui est la vice-présidente des services, et Nicolas Sincaster, qui est intervenant de la clinique mobile. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va avoir l'occasion pendant ce temps ensemble de couvrir un petit peu l'ensemble des services, mais également avec Nicolas d'entrer un peu, de faire une incursion. Là. On aimerait ça que vous nous accompagniez avec vous, qu'on puisse vraiment comprendre bien la réalité à laquelle vous êtes confrontés, puis tout ce que vous réussissez à soulager puis à aider au fil des jours. Donc, un organisme qui existe depuis 135 ans, Émilie. Oui. Racontez-nous un petit peu l'histoire de la mission Oldbury.
En fait, à la base, la mission Brewery, ça a commencé par être une aide alimentaire. Donc, 2 femmes qui servaient un souper à des personnes démunies. Puis, éventuellement, a offert du refuge également. Depuis, je dirais, une quinzaine d'années, maintenant, la mission Brewery se concentre aussi sur le logement, des services transitoires et des services de proximité dans la communauté pour aider les personnes à sortir de leur situation. Bon, on va parler un petit peu plus largement un peu de tous les pavillons, tous les services, comment ça se déploie. Donc, c'est donc Mina et Eva qui ont été à la base. Merci. Je cherchais le nom dans ma tête, puis j'étais comme, ça me vient pas. Je sais que c'est 2 femmes, puis là, les noms m'échappaient. Et dites-moi, le Old Brewery, ça vient d'où, le saviez-vous? En fait, le bâtiment était une ancienne... Le premier bâtiment était une ancienne brasserie. Donc, qui s'appelait la vieille brasserie, donc le Old Brewery. Et quand ils ont déménagé, ils ont maintenu le nom. Okay. Donc, je vois vraiment qu'il y a plusieurs pavillons différents parce que vous accueillez autant les hommes que les femmes. On parle, je pense, de plus de 4000 hommes et femmes qui peuvent passer par année. Par année? Oui, tout à fait. Donc, on a 3 sites d'hébergement d'urgence qui a plus de 400 places, là, hommes et femmes, et certains sites sont mixtes. Mais on garde également près de 475 places en communauté, en logement, avec du suivi variable. Fait que parfois, la personne elle est très autonome, c'est juste qu'on l'aide financièrement, et d'autres fois, c'est quelqu'un qu'on va suivre de façon quotidienne. À ça s'ajoutent nos services de proximité. Donc, on a parlé avec Nicolas qui travaille sur l'équipe mobile de la clinique. On a également une navette qui, le soir, se promène entre les ressources pour faciliter l'accès aux ressources quand il y a une pénurie de place, entre autres. Et on a également le Café Mission qui est un centre de jour, mais qui est ouvert 24/7, donc qui est un centre d'accueil, un centre d'aide pour les personnes en situation d'itinérance, soit qui n'ont pas trouvé d'espace pour passer la nuit, ou bien qui ne souhaitent pas nécessairement obtenir un hébergement d'urgence, mais qui veulent tout de même avoir un lieu de répit. Quand on dit qu'ils ne souhaitent pas nécessairement, qu'est-ce qu'on veut dire qu'ils ne souhaitent pas? Bien, parfois, les gens sont un peu habités dans un refuge, par exemple, ou avoir accès à un logement, ça demande quand même une certaine organisation. Puis moi, j'habiterais pas dans certains des refuges qu'on a, dans le sens où c'est entre 5 et 190 personnes dans le même bâtiment. Ah oui, quand même, c'est gros. Maintenant, on est à quelques semaines près d'avoir uniquement des chambrettes, mais jusqu'à aujourd'hui, on a encore quelques dortoirs. Ça va être chose derrière nous. D'ici la fin de l'été, on n'aura que des chambrettes. Là. On est très, très fiers de cette avancée-là, mais pour l'instant, on a quand même des dortoirs. Et à l'époque, c'était des dortoirs qui avaient jusqu'à 100 personnes. Donc, quand on parle de 100 personnes qui sont dans un état de recherche d'aide, souvent de détresse, avec des enjeux de santé mentale, de consommation, et pour d'autres, très peu d'enjeux. C'est pas tout le monde qui veut être confronté à ça. Fait qu'il y en a qui choisissent soit la rue ou bien qui sont dans un logement ou un autre lieu d'habitation plus précaire et qui vont venir chercher les services au Café Mission, avoir accès à une douche, on a de la buanderie, des collations qui sont servies, puis évidemment des intervenants qui sont là en tout temps. Parce que j'imagine que la cohabitation dans un dortoir comme ça, si on cumule... santé mentale, peut-être intoxication aussi, ça doit faire en sorte que vous avez des interventions parfois à faire. Est-ce que ça arrive que le ton monte ou qu'il y a des disputes, des chicanes? Ou... Ça dépend de quel site, je dirais, mais parce qu'on a des sites qui sont un peu plus calmes, parce que justement, ont déjà des chambrettes, ont des aires ouvertes. Quand on parle du site à Hôtel-Dieu, bien, c'est un peu plus calme sur place. Quand on parle d'un site comme au Pavillon Webster, où on a le Café Mission à proximité, où le quartier aussi est investi par des personnes qui habitent l'espace public et qui ont des enjeux de consommation ou des organisations un peu plus importantes, tous les jours, mes équipes d'intervenants doivent faire de la gestion de crise. J'aurais tendance à dire toutes les heures. Il y a un des principaux rôles des intervenants, c'est justement de cibler les personnes en détresse, de leur apporter de l'aide individuellement, mais aussi de voir est-ce que le groupe, est-ce que les interactions se passent bien. Des gens qui vont pas bien personnellement, les deux, un à côté de l'autre, bien, c'est sûr que les limites de un et de l'autre peuvent se confronter de façon assez régulière, disons. Fait que c'est tout un défi. Et c'est le principal impact que de mettre fin au dortoir et d'offrir des chambrettes va être
de pouvoir diminuer les tensions sur place. Et d'apporter une espèce d'intimité aussi, là, Oui, de exactement. petite vie privée. Quand ils vont être deux dans une petite chambrette, ben, ils n'auront pas non plus à attendre le voisin qui est à l'autre bout du local, là, qui est dans un état de crise ou autre. Ouais. Là, tu sais. Fait qu'un lieu digne qui permet de se déposer, donc de rebondir aussi davantage. Parce que c'est sûr que c'est difficile pour moi de comprendre de l'intérieur la réalité, mais je fais juste m'imaginer quand je travaille dans un bureau en air ouverte, c'est pour quelques heures, si j'avais à vivre ça à 24 heures sur 24 et dormir là avec mes collègues qui sont à côté, oui, ça serait tout un défi. Je vous invite à fermer vos yeux, à imaginer une espèce de gymnase, le racquetball, là, puis de rentrer 60 espaces pour occuper 60 personnes dans un même local. Souvent, c'est pas évident. Puis ce sont des personnes adultes qui viennent chacun avec leur bagage. Ils se ramassent dans un dortoir, dans un des plus gros organismes en itinérance de Montréal. On est aussi un petit peu ce qu'on dit le bout de ligne, c'est-à-dire que souvent, les gens qui viennent à la mission ont des enjeux un peu plus complexes, mais parfois, il y a des personnes pour qui c'est la première fois en itinérance ou qui arrivent d'un profil d'immigration, par exemple. Oui. Donc, là, il y a plein de problématiques qui sont confrontées et tous les âges également. Fait que ça crée, disons, une micro-société qui est intéressante. Oui. Vous avez l'air de vouloir réagir, Nicolas. Je vois votre visage. Tu parlais de Milly, de justement les personnes en première situation d'itinérance. On peut imaginer une personne qui a toujours occupé un logement, soit seule ou avec une autre personne, puis du jour au lendemain, ben là, tu te retrouves avec 60, 70, 80 personnes dans ton espace de vie. Faut que tu changes tes habitudes, là, tu sais. Oui, c'est vraiment Il y a une grande gros choc. demande de capacité d'adaptation pour ces gens-là, puis c'est pas tout le temps évident, là. Chaque personne réagit différemment aussi, là. Je dirais que c'est aussi notre prochain angle, c'est-à-dire de développer davantage la prévention du premier épisode. Donc, tout faire pour développer des ressources qui sont à l'extérieur de nos... On est très fiers de ce qu'on fait en urgence. On le fait bien et de mieux en mieux, je dirais, mais toutes les personnes qui arrivent pour la première fois ne devraient même pas être chez nous. Donc, comment qu'on fait pour développer des mécanismes, soit de maintien en logement, c'est un gros défi, ou de trouver de l'accès à du logement hyper rapide, accélérer le pas pour que la personne... On peut même pas dire premier épisode a carrément évité. On a fait en sorte que c'est un mécanisme de diversion qu'on appelle. Là. On a fait en sorte qu'ils sont complètement mis en dehors de la trajectoire de l'itinérance. C'est le plus gros défi, je pense, qu'on a à affronter dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous voulez dire, mécanisme de diversion? C'est-à-dire que on voit avec la crise du logement, entre autres, on voit avec, je veux dire, la crise des migrants, c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est deux facteurs qui ont beaucoup contribué, j'imagine, aux récentes hausses là, des situations d'itinérance. Oui, puis en même temps, en fait, qui vient fragiliser ce qui était déjà fragile. Donc, il y a quelques mois, quelques années, on ne mêlait pas les populations, par exemple, nouvelles demandeurs d'asile avec une personne en situation d'itinérance. Pour nous, c'est pas des services distincts qui devraient être spécialisés chacun de leur côté. Mais là, il y a tellement... Les vagues sont tellement importantes que les deux groupes se côtoient et on doit développer une façon de faire qui fait en sorte que la personne qui arrive, qui est demandeur d'asile, par exemple, qui arrive avec tout son bagage, tous ses traumas, qui a traversé des défis, je pense qu'on ne peut pas imaginer, ou bien qui vient avec des espoirs et finalement se ramasse avec des ressources pleines, arrive chez nous. Il ne devrait pas arriver chez nous. On devrait juste l'aider à faire ses papiers, trouver un logement, trouver un emploi et voilà, il est reparti vers quelque chose de plus stable. Donc, c'est un des profils quand on pense aussi de faire de la diversion pour les personnes issues des centres jeunesse. Donc, la jeunesse qui... Oui, parce qu'on sait qu'à 18 ans, il y a plusieurs de ces jeunes-là que c'est terminé, là. Exactement. Donc, il faut développer des mécanismes pour faire en sorte qu'ils ne passent même pas en ressources d'itinérance, qu'on soit plus solide au Québec. Il n'y a aucune excuse pour laquelle nos jeunes devraient se ramasser dans une ressource comme chez nous. Il n'y en a pas d'excuse. On a les ressources, on a la capacité. Il faut juste bien coordonner les services. Donc, tous ces mécanismes-là de diversion, c'est de cibler, si on veut, des groupes pour lesquels on devrait être meilleur, et de diversion et de prévention. Puis quand la situation de crise arrive, bien, trouver des solutions autres qu'un refuge pour itinérants. On a eu, il y a quelques semaines, quelques organismes, mais notamment l'Accueil Bonneau, puis
quelque chose qu'on nous a dit, c'est on n'est pas très bon au Québec au niveau des transitions. Puis là, je vous écoute parler, puis ça semble se maintenir comme observation. Je ne sais pas si c'est Guillaume qui était là, de l'accueil Bonneau, mais effectivement, je pense qu'on n'est pas très bon d'un passage à l'autre. Puis même entre les organisations aussi, on n'est pas très coordonnés, puis on travaille fort pour l'être davantage, mais entre les services de santé, entre les services de protection de la jeunesse, en ce que nous, on fait et ce que l'accueil Bonneau peut faire, bien, c'est assez chaque semaine, il y a des gens qui sont dans nos hébergements d'urgence à la Mission Bury qui vont... qu'on va accompagner vers un logement de l'accueil Bonneau, par exemple. Puis, c'est effectivement, des fois, on met des efforts à OBM. Et là, quand la personne déménage, oups, il repère un petit peu sur OBM, sur Albury Mission. Oui. Excusez. C'est comme ça qu'on l'appelle Bien dans sûr, la vie de tous les jours. on a tous nos acronymes dans chaque domaine. Mais effectivement, les transitions dans un parcours de vie, les transitions entre les organismes, puis on est évidemment organisé en silos. Donc, il y a la santé, il y a la ville, il y a les organismes. Et dans ces organisations-là, il y a d'autres silos encore. Donc, il y a un défi, là. Mais même ministère Santé et Services sociaux, là, déjà, ça a été séparé. Exact. Puis on a eu des gens au micro pour nous dire à quel point c'était j'allais dire une erreur, j'allais dire horreur, mais bon, je le dis, horreur. Disons que ça a des conséquences, effectivement. Oui. Est-ce que ça se peut, donc, qu'il y a des gens qui vont aller à un endroit et là, le délai de carence de 3 jours, ils vont aller dans un autre organisme pendant ces 3 jours-là? Ça n'existe... vas-y. On n'a pas de carence ou de délai. On essaie de travailler vraiment individuellement avec chacune des personnes, avec sa motivation aussi. Mais oui, ça peut arriver qu'il fasse un séjour X de temps à la Mission Bury, puis que malheureusement, pour X raisons, on demande à la personne ou la personne s'exclut elle-même de nos services, elle va se retrouver dans un autre service. Là. Mais depuis 2015 à la Mission, en fait, on ne fait plus de ce qu'on appelle du refuge traditionnel. Donc, les personnes peuvent venir et habiter 24/7 dans nos services et on essaie de ne pas trop mettre de délai. Donc, c'est le plus court possible et le temps nécessaire. La pandémie a fait en sorte que, honnêtement, on a perdu un peu d'efficacité pour les sortir de nos hébergements d'urgence et les mettre en logement. À ça, c'est ajouté la crise du logement, la crise des opioïdes. Donc, on a un groupe très, très, très fragile. Là. Mais normalement, ce qu'on vit, c'est un 3 à 6 mois. Présentement, avoir accès à du logement, même 3 à 6 mois, c'est très, très... Disons que c'est peu réaliste, sauf s'ils ont de la chance et s'ils trouvent une place dans le réseau communautaire. Qu'est-ce qu'on entend par refuge traditionnel? Bien, pour moi, un refuge traditionnel, c'est un refuge dans lequel on offre un lit, une douche, un repas. Donc, souvent, les gens doivent quitter. Il y a encore quelques places comme ça à Montréal, donc les gens doivent quitter tôt le matin. Donc, déambulent durant la journée, reviennent le soir pour le souper, douche, dodo. Là, ça a l'air un peu infantilisant, mais c'est un processus qui, à notre sens, est un peu infantilisant. Donc, en 2015, on a décidé de mettre fin à ce cycle-là sans fin et de faire en sorte que les gens puissent rester. Ce que ça fait, c'est que, leurs conditions de santé, ils se déposent à quelque part. Il n'y a plus d'horaire de douche chez nous. Bon, il y a un horaire de repas, évidemment, parce que il faut s'organiser un petit peu. Oui, exactement. Mais donc, la personne est un peu plus autonome au niveau de sa routine. Ce que ça fait aussi, c'est que les intervenants, c'est pas à 2 heures du matin qu'on trouve un logement. À 2 heures du matin, on vit des anxiétés, on vit des angoisses. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui se passent, mais pour faire des démarches concrètes pour sortir de l'itinérance, c'est du lundi au vendredi de 8 à 4 comme tout le monde. Donc, le fait de pouvoir les garder, qu'ils restent sur place, bien, ça permet de donner plus d'opportunités aux équipes d'intervention comme là de prendre contact puis d'accompagner la personne. On fait une courte pause et justement, on va demander à Nicolas là, de nous accompagner dans une de ces journées types.
De retour au Héros Anonyme, Chantal Doré, avec vous à la découverte de Héros Anonyme. C'est sûr que la mission Old Brewery, on peut pas nécessairement dire que vous êtes anonyme, on vous connaît, mais si on avait à dire qu'est-ce que c'est une journée là, dans votre vie, là, on a la chance d'avoir avec nous Nicolas, qui est intervenant dans la clinique mobile. Alors, on va lui demander de nous raconter une journée type. Là. Si on avait à être avec vous là, dans la clinique mobile, qu'est-ce qui se passerait? Bon, ben premièrement, la clinique mobile, c'est un camion qui ressemble beaucoup à une ambulance, mais qui sert en partie, il y a une partie clinique médicale. L'autre partie, c'est plus un endroit où on peut rencontrer les gens qui peuvent s'asseoir avec nous dans le camion pour expliquer leurs besoins, mais aussi que nous, on peut voir c'est quoi leurs besoins quand ils s'expriment. Donc, à ce moment-là, on a un besoin, on essaye de voir c'est quoi les solutions qu'on peut trouver pour ces personnes-là. Donc, immédiatement à partir du camion. Donc, le camion se déplace du lundi au vendredi dans l'espace public, que ce soit des parcs, que ce soit des espaces de campement qui se sont installés, certains organismes qui ont des centres de jour. Vous êtes surtout à Montréal, hein? Oui. Principalement dans Ville-Marie, mais on fait aussi d'autres quartiers à Montréal. Donc, vous stationnez et là, les gens viennent ou vous sortez de la clinique, vous allez les voir? On sort. Dans les organismes, j'ai déjà les partenaires qui travaillent directement avec ces gens-là. Je me présente, je dis que je suis déjà arrivé. Souvent, c'est des gens qui nous attendent depuis quelques jours, qui savent qu'on s'en vient. Les gens viennent rapidement à nous. Là. Ils attendent quoi? J'ai besoin d'avoir une carte d'assurance maladie. Nous, on peut faire ça. On peut faire une demande. On donne un formulaire qui peuvent aller distribuer directement au CLSC pour avoir leur carte d'assurance maladie. Ça peut être j'ai pas de place à dormir ce soir. Nous, à ce moment-là, on fait des recherches via différents organismes. Est-ce qu'il y a de la place à quelque part? Ça peut être aussi juste de l'écoute active. Là. Écouter la personne, souvent briser l'isolement. Ça peut être aussi faire des demandes de logement subventionné. Moi, je fais des impôts. Je suis bénévole pour faire des impôts pour les gens. Donc, c'est de récupérer ces documents-là, de leur expliquer comment les récupérer. Puis faire des appels, des fois, ça peut accélérer parce que la bureaucratie est dure pour tout le monde, encore plus pour les personnes en situation d'itinérance qui n'ont pas d'adresse. Quand ils se font dire c'est quoi ton adresse, puis là, tu n'as pas d'adresse. Il y avait une toune des colocs, je pense. Bon lieu de moins de job. Puis tu peux pas avoir de BS parce que tu n'as pas d'adresse, tu n'as pas d'adresse parce que, bon, c'est ça. Ouais. Donc, on fait beaucoup de démarches administratives. On aide les gens, justement, au niveau de la bureaucratie via le camion, là. Et je lisais justement sur votre site Internet les 3 axes, là, urgence, relogement, prévention. Ouais. Émilie en a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait que vous allez dans l'espace public, vous agissez plus sur ce volet-là, prévention, pour que finalement... c'est selon le besoin de la personne qui se présente devant nous. Là. Souvent, c'est déjà des personnes qui n'utilisent aucune des ressources d'hébergement à Montréal, qui ont souvent utilisé ces ressources-là, mais qui ont vécu des mauvaises expériences, qui ne veulent pas retourner. Donc, à ce moment-là, on essaie de trouver des solutions avec ces gens-là. Donc, ils peuvent dire non, je suis allé là, puis j'ai pas aimé tel. Souvent, ils voient les logos sur le camion, puis là, ils disent moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec la mission de Brewery, je veux rien savoir. Moi, je travaille pour la mission de Brewery, mais je peux quand même t'aider, même si tu n'es pas hébergé à la mission de Brewery. Donc, c'est vraiment les gens se cognent le nez, les ressources sont toutes pleines. À ce moment-là, nous, on est là pour les aider directement sur place. Là. Je disais en introduction que nous arrivons au moment de cette première diffusion de l'émission à l'été. On est souvent... le grand public interpellé, que ce soit l'hiver ou l'été, dans les grosses canicules. En tout cas, moi, je me dis souvent, mais qu'est-ce qu'ils font pour se rafraîchir? Et je pense que vous avez beaucoup réfléchi à ça, là, toute la notion d'hydratation. Ça sert aussi un premier contact avec les personnes qu'on connaît un peu moins. On a accès à de la nourriture, on peut avoir des petites... des bartendes, des bouteilles d'eau, des bouteilles de Gatorade. Ça nous sert aussi de s'introduire en contact avec ces personnes-là. Donc, souvent, quand on va au Jardin Gamelin, c'est une de nos grandes demandes. T'as-tu de l'eau, t'as-tu du jus, t'as-tu quelque chose à boire?
Puis j'essaie d'en avoir en quantité suffisante. Puis autour de nos installations, c'est sûr qu'on est très alerte aussi parce que l'été, évidemment, les gens sont davantage à l'extérieur. Mais surtout quand on parle de personnes qui consomment de l'alcool, avec le soleil, on le sait, pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut avoir un comme effet. on dit. Donc, on s'assure là, de pouvoir distribuer de l'eau, de donner accès à des endroits climatisés. D'ailleurs, le camion est un don de TELUS. Elle est climatisée, a du Wi-Fi à l'intérieur. J'ai accès à un téléphone, j'ai accès à un ordinateur, j'ai accès à une imprimante. Donc, vous pouvez faire les recherches. Je peux imprimer des documents, que ce soit une demande d'aide sociale, que ce soit n'importe quoi. C'est un bureau roulant pour Nicolas, carrément. Ouais. Et de l'autre côté, ben, on travaille encore très peu dans cet angle-là, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir offrir des soins de base, parce que oui, le Gatorade, tout ça, ça ouvre des portes, mais les gens ont des bobos puis ils veulent des plasters. Et là, pour nous, ça peut être un bon moyen de réaffilier la personne. Donc, on a une demi-journée d'infirmière présentement qui vient sur... et un jour, ce sera peut-être à temps plein, j'espère bien. On le fait, les infirmières, c'est quand même rare. Là. Du réseau de la santé, qui voulait... En fait, c'est dans le cadre d'une initiative de l'Université McGill, donc qui font des cliniques de nursing communautaire, donc se déploient dans certains organismes en itinérance, dont à la mission Albury, et on a, plutôt que, comme nos personnes qui sont hébergées ont accès quand même à des infirmières du réseau de la santé avec qui on peut communiquer. On a préféré prioriser ceux qu'on n'arrive pas. Le défi de la clinique, c'est ceux qu'on n'arrive pas à réaffilier, c'est ceux qu'on n'arrive pas à rentrer à l'intérieur de façon volontaire, du moins. Donc, l'idée, c'est de rendre disponible dans le sac à dos qui est la clinique, là, principalement pour Nicolas, avoir toutes les ressources pour créer un contact, faire en sorte qu'éventuellement, on puisse les réaffilier, soit au réseau de la santé ou au logement. Là. Un exemple, il y a un monsieur qui est venu dernièrement rencontrer l'infirmière. Il dit, regarde, il dit, je ne sais pas si tu peux m'aider. Il dit, j'avais un rendez-vous au CHUM dans un département X, puis écoute, je vis dans la rue, ils m'ont appelé, j'ai manqué mon rendez-vous, est-ce que tu peux m'aider? Elle a fait un appel, elle a renouvelé un rendez-vous, puis ce monsieur-là s'est présenté, là. Parce que les médecins, eux autres, ils appellent un numéro de téléphone ou ils essaient d'envoyer une communication par courrier à la maison, mais la personne n'a pas d'adresse. Mais on le sait, mais c'est compliqué pour tout le monde. Ça a pris un appel, puis la personne, elle a eu son renouvellement pour son rendez-vous. Là, tu sais. Juste une question de terme. Vous parlez de réaffilier. De quoi on parle? Réaffilier... J'aimerais ça entendre ta définition, Nicolas. Je veux voir. Moi, j'ai une définition, mais... OK, tu me prends pour point. Écoute, réaffilier, souvent, c'est des gens qui ont déjà eu un suivi, qu'on parle en santé mentale, puis que, mettons, il y a eu un suivi à Drummondville. Maintenant, la personne est rendue à Montréal. Comment je fais pour avoir un suivi? Est-ce qu'on peut communiquer avec mon psychiatre, mon docteur d'une autre région? Moi, ça serait plus ma définition de réaffilier. Oui, mais c'est exactement ça. On prend pour acquis que tout le monde a eu un réseau à un certain moment de leur vie. Et plus on avance dans le temps et dans les traumas, plus les gens sont isolés avec ce qu'ils vivent. Donc, nous, notre mission, c'est pas nécessairement d'offrir tous les soins, mais de prendre la main de la personne et de dire, écoute, moi, je vois tel enjeu, voici telle solution, puis de présenter la solution aux besoins. On a des exemples, entre autres, où on a un programme qui s'appelle le programme de réaffiliation en itinérance santé mentale, où on a des psychiatres qui viennent au sein même de notre organisme faire l'évaluation, mais le suivi et offrir la médication. Donc, alors que ces mêmes personnes-là, quand ils ne sont pas suivis avec le prisme, qui est un autre organisme, le prisme? Non, c'est un des programmes. C'est notre programme de réaffiliation en santé mentale. 2013? Oui, depuis 2000... Ça va faire 10 ans l'année prochaine. 2014, oui. Donc, l'idée, c'est que nous, on voyait des gens en détresse, on les envoie à l'hôpital, ils se contiennent, reviennent à la rue. Donc, un peu comme la clinique offre des services de proximité, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que le besoin et le service puissent se toucher. Et quand on adresse bien le besoin de la personne, bien, généralement, et qu'elle nous fait confiance, elle accepte. Donc, même si peut-être une infirmière qui ne connaissait pas dit « Va voir, je vais te donner un rendez-vous au psychiatre, tout ça », et là, ça passe pas, la personne résiste, mais si c'est Nicolas qui dit « Hey, veux-tu, je vais aller avec toi à ton rendez-vous », je vais t'accompagner physiquement. Ça fait toute la différence parce qu'il fait confiance à Nicolas, parce que Nicolas lui a donné du Gatorade, parce que Nicolas l'a écouté. Donc, on a un rôle de réaffiliation et de navigation dans ce système-là qui est très complexe, particulièrement au niveau de la santé et du logement aussi. J'entends une chaîne d'action et vous avez mis le chaîne dans votre slogan de votre campagne de financement, briser les chaînes de l'itinérance. Donc, peut-être en créant des nouvelles chaînes de contacts, de liens. Exactement. Bien, c'est surtout briser les cycles. Donc, de faire en sorte que quand
tout ce qui produit de l'itinérance, en fait, puis, ou un retour à l'itinérance, que nous, on puisse aller mettre le support ou mettre je vais dire le plaster, mais c'est plus qu'un plaster. C'est un baume sur une brûlure, tu sais. Ouais. Puis faire en sorte qu'on détourne le chemin. Donc, il y a un cycle de par exemple, on peut imaginer le perte d'emploi, pauvreté, retour à la rue. Donc, on peut voir un cycle là, au niveau des dépendances aussi. Alors, nous, on va essayer de trouver une solution sur le vrai enjeu derrière de la situation d'itinérance parce qu'on s'entend là, en 2024, on comprend tous que ça va bien au-delà du choix. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait un peu la rumeur comme quoi l'itinérance, là, c'était un choix là, un peu... T'es dans la rue, c'est parce que tu l'as choisi. Exactement. Maintenant, on sait que c'est plus une question de non-choix, de non-accessibilité, puis qu'à un moment donné, on a beau dire il devrait voir un médecin puis arrêter de consommer, les traumas puis l'accès à des services spécialisés pour cette personne-là sont tellement difficiles. C'est facile de donner des conseils quand on n'est pas placé dans la situation puis on ne comprend pas. Effectivement, que c'est des non-choix ou c'est des choix qu'on a tellement toujours faits qu'on ne sait pas comment faire autrement dans comment notre cerveau est impacté. Exact. Vous êtes combien, Mission Oldbury? On est presque 300 employés. Wow! Comme je disais, il y a quand même... on a le département de la prévention, on a le logement, on a l'urgence hommes et femmes, puis tout le service de soutien. On s'entend qu'on a des équipes incroyables de communication, de philanthropie. On a la chance d'avoir des équipes très, 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 très engagées. Là. Donc, ça donne presque 300 personnes qui œuvrent auprès de la mission. Merci, un grand merci. J'invite les gens à aller sur votre site Internet pour découvrir tout ce que vous faites et tous vos projets. Merci beaucoup. Merci à notre dynamique équipe Catherine, Mathieu, Jean-Sébastien. Merci à vous, chers auditeurs, de nous suivre sur nos différentes plateformes de balado-diffusion. Encore un épisode des Héros Anonymes, Chantal Doré qui était avec vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.